Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo et cette semaine je vais vous partager 6 outils que j'aime beaucoup utiliser au quotidien. Vous allez voir, il y en aura pour tous les goûts. Il y a certains outils dont j'ai déjà parlé sur la chaîne mais ça me permet de vous en parler un peu plus. Et le dernier outil, je suis sûr, il va vous plaire. C'est un outil qui va vous permettre de faire tourner un LLM, un Large Language Model sur votre poste, un chat GPT like, si on peut le dire. Et vous allez voir que, eh bien, c'est pas très compliqué pour peu qu'on ait les bons outils. Allez, on commence tout de suite sans plus attendre. Je me mets en petit dans un coin et je vais vous parler d'un outil qui s'appelle Stirling PDF. Je remercie mon collègue Christophe de m'avoir fait découvrir cet outil que je trouve absolument incroyable. Je suis sûr que toutes et tous, vous avez déjà eu à manipuler des fichiers PDF. C'est sûr et certain, ça nous arrive tous les jours. Vous avez besoin de couper un PDF en deux, de signer un PDF, bref, de faire tout un tas de manipulations avec des PDF. Eh bien là, maintenant, avec cet outil, plus d'excuses, vous allez pouvoir tout faire avec. Et vous allez voir, il est très simple à utiliser. Si on descend dans la documentation, ils nous fournissent ici une commande Docker. On va utiliser cette commande-là. Vous allez voir, on ne va pas s'embêter. Hop, hop, et je vais la coller tout de suite dans un terminal. Est-ce que j'ai un terminal d'ouvert? Non. Je vais ouvrir un terminal tout de suite. Hop, ici. Je vais juste me déplacer dans le bon répertoire que j'ai prévu pour l'occasion. Voilà. Hop, je vais zoomer un petit peu pour que tout le monde y voie bien et je vais coller la commande que j'ai prise directement sur le GitHub du projet. Je le lance et il me dit quoi? Ah oui, ok, donc comme j'ai préparé la vidéo, il me dit que j'ai déjà un conteneur qui s'appelle Stirling quelque chose. Hop, on va pas s'embêter, on va juste aller lui changer le nom ici. Hop, hop, Stirling 2, peu importe, hein. Et je le démarre. Et là, il est logiquement démarré tout de suite maintenant sur le port 8080. Donc, si je vais ici, je fais 127.0.0.80.80, je tombe bien tout de suite. Vous avez vu, hein, c'est hyper rapide sur l'outil Stirling PDF. Donc, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se télécharger un sample PDF. Voilà, hop, hop, on va l'enregistrer. Enregistrer sous, hop, je vais le mettre hop, dans le répertoire où on travaille aujourd'hui. Parfait. Hop, je ramène ça ici. Donc si on va dans Stirling PDF ici, et par exemple, qu'est-ce qui peut nous intéresser? Euh, Signe, par exemple. Voilà, hop, je vais aller chercher mon PDF ici. Hop, hop, hop. Je suis allé le chercher. J'ai plus qu'à dessiner ma signature. OK, voilà. Et je fais Add. Et je peux tout de suite, très simplement, signer mon PDF. Hop, je mets ma signature. Et une fois que c'est bon, eh ben, j'ai plus qu'à télécharger mon PDF. C'est très simple. Ici, je fais Download PDF et je télécharge ma signature. Donc là, c'est vraiment génial. Et vous avez comme ça plein d'outils pour aller, je sais pas, cropper dans un PDF. Pareil, on va chercher notre sample PDF ici. Et je veux cropper uniquement ça en PDF. Eh bien, c'est tout à fait possible. Alors, je sais pas comment ça marche, j'ai pas testé tous les outils. Euh, Écoutez, on peut cropper. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement cropper, mais bref, vous pouvez faire vraiment plein de choses. On peut tourner un PDF de sens, hein, ok. Celui-ci, le sens ne nous plaît pas, je le veux comme ça, pas de problème. Vous pouvez évidemment faire toutes les opérations classiques que vous avez besoin de faire sur vos PDF. Donc, c'est vraiment génial. Donc, Stirling PDF, vraiment, je vous le conseille. Un outil open source, et puis vous avez vraiment regardé la quantité de possibilités que vous avez avec cet outil-là. Vraiment incroyable, surtout, alors je le dis surtout aux utilisateurs de Linux, puisque nous n'avons pas la possibilité d'utiliser Adobe Reader. On est toujours, enfin en tout cas personnellement, j'étais toujours en déception quand je devais signer un PDF, alors pas avec une signature électronique qui a une valeur juridique, mais juste à poser une griffe sur un document. Eh bien, sous Linux, c'était toujours un peu
pas évident. Ben là, avec Stirling, pour le coup, ils ont résolu le problème et on n'a pas besoin du coup d'utiliser une solution dans le cloud ou un SaaS ou un truc gratuit dont on ne sait pas trop ce que devient ensuite les PDF. Donc au moins comme ça, on garde la main là-dessus. Donc ça, c'était le premier outil que je voulais vous partager. Je remercie encore une fois Christophe de m'avoir fait découvrir ce merveilleux outil Stirling PDF. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je m'étais amusé à lire un petit peu le README. Et ce qui avait été drôle, c'est qu'au départ, voilà, c'est ce qui est marqué ici, c'était parti d'une application 100% ChatGPT made, donc une application complètement codée avec ChatGPT. Et puis, vous avez vu, hein, le projet a grandi, etc., etc. Et c'est devenu vraiment un super projet. Donc, n'hésitez pas à venir lui mettre une petite étoile parce que vraiment, il en vaut la peine. Le deuxième outil que je veux vous présenter, c'est Lazy Docker. Lazy Docker, c'est un outil que vous pouvez utiliser en ligne de commande et qui va vous permettre de faire tout un tas de choses sur vos conteneurs. Je le montre de temps en temps sur la chaîne YouTube. Et on va l'utiliser tout de suite. Alors pour l'installer, hein, évidemment, vous allez sur la documentation, dans la partie installation. Et vous avez toutes les informations. Alors là, ma connexion a l'air d'être au bout de sa vie, mais logiquement, vous avez toutes les informations nécessaires pour pouvoir installer, quel que soit votre système d'exploitation, hein, Linux, Windows ou ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Alors pourquoi est-ce que GitHub ne marche plus? Est-ce que c'est juste GitHub ou est-ce que c'est toute ma connexion Internet? Non, c'est l'air d'être que GitHub. Alors peut-être qu'au moment où je tourne, GitHub ne marche pas bien. Bref, c'est pas grave. Donc Lazy Docker, hop, une fois qu'il est installé, ça se tape, ça s'appelle comme ça en tapant Lazy Docker dans votre ligne de commande. Et vous voyez que là, j'ai bien une application Stirling PDF qui est lancée et je peux l'éteindre à tout moment. Donc je peux hop ici et lui dire arrêter, faire supprimer, faire tout ce que vous voulez. Donc là, je vais faire supprimer les volumes. Je confirme et voilà. Et vous pouvez faire tout un tas de manipulations sur les conteneurs. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, hein, mais vous pouvez à tout moment, si vous avez besoin, hop, ici, d'aller voir les images, eh bien, vous avez la gestion des images, la gestion de vos volumes, la gestion de vos réseaux. Donc, c'est vraiment très, très pratique. Et donc, Lazy Docker, si vous avez souvent l'habitude de faire tourner des applications dockerisées sur votre poste, eh bien, vraiment très pratique. Et pour quitter, vous avez juste à faire la lettre Q. Donc ça, c'était le deuxième outil dont j'avais envie de vous parler parce que vraiment, c'est un outil que moi j'utilise au quotidien et qui est vraiment très très pratique. Donc Lazy Docker. Le deuxième outil pardon, je ne parle même plus français. Le deuxième outil que j'avais envie de vous présenter, c'est un outil qui est génialissime et qui s'appelle Vault Warden. Et peut-être ça va vous faire penser à Bitwarden et vous avez raison puisque c'est un clone, pas un clone, mais en tout cas, c'est un serveur compatible avec Bitwarden qui a été réécrit en Rust. Et l'avantage principal, à mon avis, de cette solution Vault Warden, c'est qu'elle offre les possibilités de partage de mots de passe en équipe. Et ça, c'est absolument génialissime, parce que si vous avez envie de vous installer une solution de gestion de mots de passe sécurisée, eh bien avec Vault Warden, vous avez cette possibilité-là sans problème. Donc là, de la même façon, on peut lancer Vault Warden. Il nous donne, vous voyez, évidemment, la petite commande qui va bien. Donc on va lancer cette commande-là. Il le lance sur le port 80. Alors ça va peut-être pas marcher sur mon poste. C'est pas grave. On va essayer ça comme ça. Hop. Je vais mettre le 80-80. Je pense que ça sera pas plus mal. Et on va faire Vault Warden 2 parce qu'à mon avis, sinon, hop, j'ai déjà configuré. Tac, tac, tac. Allez, on va essayer comme ça. Donc là, logiquement, si je viens ici, que je rafraîchis, c'est plus Stirling PDF, mais c'est Vault Warden qui a été configuré. Il faut que je me crée un nouveau compte. Alors attendez, vous savez ce qu'on va faire? On va pas le lancer comme ça, en fait. Ça, c'est pas une bonne idée. On va le lancer avec le Docker Compose. Comme ça, on va pouvoir lui forcer un mot de passe de mémoire. On peut faire ça. Supprimer avec les volumes. Tac. Et on quitte. Et on va aller plutôt. Du coup, là, il doit être éteint. Ouais, voilà, parfait. Et je crois de mémoire, il nous donne dans Docker ici un exemple de Docker Compose. Si je dis pas de bêtises, est-ce qu'il nous donne un Docker Compose? Où est-ce qu'il est le Docker Compose? De mémoire, il y avait un Docker Compose dans ce projet-là. Docker Compose. Ressources. Ouais, je sais plus où est-ce qu'il est le Docker Compose. Attendez, on va trouver.
readme, docker, lcheck, tac, tac, tac. Le dockerfile, non. Alors, regardez ce qu'on va faire. On va utiliser Vault Warden Docker Compose. Hop. Et on va aller trouver une petite doc. Ok, blablabla, blablabla, blablabla. Ça m'embête. Attendez, ça m'embête parce qu'il y avait logiquement un exemple quelque part dans la documentation. Tools. Alors attendez, à moins qu'il l'ait renommé en compose tout court, puisque maintenant ça s'appelle comme ça. On n'appelle plus ça un Docker Compose. Ah mince, j'aurais dû revérifier juste avant. J'ai préparé cette vidéo il y a 2 semaines, vous voyez, et je l'ai pas, je me suis pas rafraîchi la mémoire avant de commencer ici. Et j'aurais dû, j'aurais dû parce que sinon là, vous voyez, je vais vous embêter un petit peu. Euh, Alors attendez. Hop. Docker Compose. Nous, on veut pas trafic, on veut juste Docker Compose. Là, il y a Vault Warden, ok. Nginx, on s'en fiche. Et le backup, on s'en fiche. Nous, on a juste besoin de ça. Attendez, je veux trouver le Docker Compose officiel qui, de mémoire, était fourni. Alors, attendez. Docker, on va le trouver. Vous voyez que des fois, hein, on galère. Et je vous montre aussi comment je galère des fois. Non, c'est pas ça. Où est-ce qu'ils ont mis ce document-là? Alors attendez, on va aller suivre la doc. Installation, some example. Ok, Docker Compose. C'est là. Ok, donc on va trouver la doc ici, je pense. D'accord, ça c'est pour installer Compose en tant que tel. Ils sont où les exemples? Il est là. Ok, parfait, voilà, on y est. Nickel. On y est, on y est. Donc on va copier ça. Hop, on va se créer ici. Est-ce que je l'ai ouvert dans un éditeur de code? On va ouvrir ce répertoire dans un éditeur de code. On va se créer un fichier compose.yml. Ok, et on va coller ce truc-là. Parfait. Tac, 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 tac. Il passe par Caddy, why not? Et ce que je voulais vérifier, c'était, je crois que de mémoire, on peut lui forcer un mot de passe par défaut. Je crois qu'on peut lui mettre un mot de passe par défaut. Ok. Pour paramétrer par défaut Vault Warden. Alors. Overview. Admin token. Alors attendez, il faut qu'on aille voir là. Si je fais admin, est-ce qu'on va trouver un endroit où on peut configurer les accès admin? Admin, ça c'est toujours le même truc, ok, on tourne en rond. Token, c'est pas ça non plus. Ah, je sais plus, j'aurais dû le préparer, je suis désolé. Écoutez, on va essayer de le démarrer comme ça, c'est pas gênant. Hop, on va faire ça comme ça. Ok, on va faire un docker compose up tiré hop tiré D. Attendez, c'est sur quel port? On va mettre le 8080. Et on va même pas exposer le 443, on n'en a pas besoin. Ok. Bon, il est en train de télécharger Caddy, je l'avais pas sur mon poste. Ok, et il n'arrive pas à créer quoi? Ouais, mais en fait, je crois que j'ai pas besoin de Caddy. En vrai, je veux pas Caddy. Ici, on va pouvoir lui faire directement port. Et on va faire le 80-80. Hop, on va faire comme ça. Je pense que ça devrait suffire en vérité. Ok. Alors, ici, 80-80. Ok. Alors, Docker, Vault Warden, admin, password.
Parce que je ne me rappelle pas ce que c'est le mot de passe par défaut, en fait. Et est-ce qu'il y en a un par défaut? Je ne me rappelle plus. Admin token. Enable. Et je me rappelle plus, honnêtement, je me rappelle plus du mot de passe par défaut. C'est incroyable cette histoire. Comment je peux faire pour créer un compte admin? Bon, écoutez, on va suivre la procédure ici. On va faire test@test.com. OK. Continuer. Mot de passe, on va mettre test. Et on va faire se connecter avec le mot de passe. Ah bah oui, forcément, ça marche pas. Alors, attendez. Attendez. Je vais mettre la pause, le temps de trouver une solution, et je reviens tout de suite. Hop. Bon, je reprends parce que pour vous, c'était 1 seconde, pour moi, c'était 2 minutes et j'ai été totalement ridicule tout à l'heure. Je vais vous montrer mon erreur. Quand j'étais sur l'invite ici, j'essayais de me connecter, sauf que je n'avais pas encore créé de compte. Donc, je suis passé là par le formulaire de création de compte et évidemment, ça marche beaucoup mieux. Donc, excusez-moi pour cette petite tambouillette, comme on pourrait dire. Donc, je me suis bien créé un compte qui s'appelle test@test.com. J'ai bien un mot de passe qui est test 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et je peux me connecter. Et là, maintenant, j'ai désormais accès à un Vault Warden qui ressemble trait pour trait en termes de fonctionnalité avec ce que vous propose Bitwarden. Vous pouvez stocker des éléments, hein, des mots de passe, des identifiants, des identités, des cartes. Vous pouvez faire vraiment plein de choses. Ce qui est très cool ici, c'est que vous pouvez générer des clés TOTP, donc tout ce qui est 2FA. Hein, peut-être que vous utilisez déjà OT ou Google Authenticator, mais vous pouvez aussi le mettre dans Vault Warden. Et ça, c'est très cool si vous êtes en équipe. D'ailleurs, puisqu'on parle d'équipe, alors là, je ne suis peut-être pas connecté en tant qu'admin de l'instance, mais si vous êtes connecté en tant qu'admin de l'instance, vous avez la possibilité de créer, regardez là, si c'est bon, je peux le faire, une organisation. Donc là, je vais créer une organisation qui s'appelle test et qui a comme adresse mail test@test.com. Je crée cette organisation et ensuite, dans cette organisation, je vais pouvoir inviter des membres. Par défaut, j'y suis, mais je pourrais inviter un autre membre et je vais pouvoir me partager des mots de passe à l'intérieur de ce coffre-là. Donc du coup, si je fais nouvel élément, en fait, je crois qu'à ce moment-là, vous pouvez choisir à qui appartient l'élément, vous voyez, soit à moi en personne, soit à l'équipe test. Et ça, c'est vraiment très cool. Si vous êtes en équipe, de pouvoir vous partager comme ça des mots de passe de manière sécurisée avec le 2FA. Ça, c'est vraiment très cool. Donc, le deuxième outil que je voulais vous présenter, et j'ai un peu cafouillé, je suis désolé, mais c'est la vraie vie, au moins comme ça, vous voyez les vraies choses. Vous savez, sur ma chaîne, je laisse aussi les petits cafouillages comme ça. Donc, vous avez vu comment ça fonctionne. Allez, on va éteindre ce truc-là. Hop. Ah, décidément. On éteint Vault Warden, parfait. Et je vais vous montrer l'outil suivant dont je voulais vous parler. J'en ai déjà parlé sur la chaîne, c'est un outil qui s'appelle Password Pusher, parce que c'est bien beau d'avoir un outil pour stocker, sécuriser les mots de passe, mais quand vous avez besoin de transmettre un mot de passe à un utilisateur ou à un collègue, etc., le copier-coller dans un chat Slack, Zoom, Teams, ou pire, dans un mail ou quoi que ce soit, c'est vraiment pas safe. Et donc, il y a cette solution-là qui est vraiment géniale, qui s'appelle Password Pusher. On va le démarrer, vous allez le voir, c'est très simple aussi. Merci Docker pour tester les outils, c'est vraiment incroyable. Donc, on va lancer cette petite ligne de commande qui va nous lancer une instance sur le port 5100. Donc, on va aller ici. On va fermer un peu des trucs. Voilà, ici, ça Vault Warden, on peut le fermer. Ok, donc j'ai dit quoi? 5100. Et là, on tombe sur un password pusher. Et ça, c'est génial parce que, imaginez, j'ai besoin d'envoyer le mot de passe. Test 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je veux transmettre ce mot de passe de manière sécurisée. Et je vais dire
Ce mot de passe, ce lien, il est valable une journée. Demain, il ne sera plus valide et tu n'as le droit d'ouvrir ce lien que, on va mettre 2 fois, OK? Et on pourrait même mettre une passe-phrase ici, mais là, je ne vais pas le mettre. Et on peut faire push it. Et là, vous voyez que, alors on peut choisir la langue. Hop, on va choisir français, OK? Et je peux transmettre ce lien à la personne à qui je veux envoyer le mot de passe. Donc imaginez, j'envoie ce lien-là. Hop, là, il ne le voit pas, mais s'il survole, le mot de passe apparaît. Là, il vient de le voir une fois. Si je rappelle la page, il peut le voir une deuxième fois. Et s'il rappelle la page une troisième fois, c'est terminé, l'URL n'existe plus. Donc vous avez vu, hein, l'idée, c'est un petit outil qui est vraiment hyper simple, hyper pratique, efficace, et vous pouvez comme ça générer facilement des mots de passe. Alors si vous voulez, vous pouvez même faire générer le mot de passe, hein, il vous le génère. Vous pouvez même mettre ici des règles de mot de passe, hein. Vous pouvez dire, bon, ben, je veux qu'il ait 8 syllabes, qu'il ait les syllabes, voilà, vous pouvez complexifier la chose, vous pouvez, hop, vous voyez qu'il vous fait des mots de passe de psychopathe, pas de problème. Donc là, vous pouvez faire générer de password, pas de problème, ça fonctionne. Et vous avez la possibilité comme ça de générer à chaque fois, bim, un petit lien. Et c'est nickel, franchement, c'est extrêmement pratique pour partager, pardon, partager les mots de passe de manière sécurisée. Et c'est vraiment très simple à héberger, hein. Là, vous avez vu, on a juste lancé une petite image Docker. Donc vous imaginez bien la simplicité d'héberger ce truc-là. Donc je pense que ça doit être ça. Hop, on va l'arrêter. Ok, voilà. Ça d'ailleurs, hop. Voilà, nickel. Et on va quitter ce truc-là. Donc ça, c'était le troisième outil dont je voulais vous parler, qui s'appelle pas Lazy Docker, qui s'appelle Password Pusher. Très simple, très efficace. Et c'est un truc à avoir dans votre boîte à outils. Autre outil, et celui-ci, je m'en sers absolument tous les jours. Et je m'en sers d'ailleurs en ce moment même, puisque c'est l'espèce de petit bloc-notes que j'ai pour cette vidéo-là, en fait, hein. C'est un outil, comment dire, pour écrire du Markdown directement dans le navigateur, et c'est sauvegardé très facilement. Enfin, je vais vous faire la démonstration, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. Donc on va prendre le Docker Compose qui est directement disponible sur la doc de HDoc. Hop, je vais aller éditer ici le Docker Compose qu'on avait là. Hop, je modifie rien du tout. Je le laisse par défaut et on va faire un Docker Compose up-d. Donc là, il démarre le projet sur le port 3000. Ok, donc on va aller voir le port 3000 ici. Hop, et on tombe sur HDoc. Donc on peut faire se connecter. Par défaut, je crois qu'il nous crée... est-ce qu'il nous crée un user? Il nous crée peut-être pas un user. Donc on va aller voir la doc pour voir comment est-ce qu'on crée notre premier user. Ok, on se connecte dans le conteneur et on crée un super user. On va faire comme ça. Exact. C'est dans le conteneur database qui fait ça. Ok, c'est directement dans le conteneur database qui fait ça. Ah non, d'accord. Ça, c'est si on fait un upgrade. Ok, excusez-moi. Ok, et il faut aller voir la doc ici. Ok, voilà, parfait. Et donc, quand on veut se créer un user, comment est-ce qu'on fait pour se créer un user? Est-ce qu'ils nous le disent ici? User et privilège. Ok. Bah les gars, ça serait bien que vous nous expliquiez comment on crée un user. Donc là, la conf, elle est bonne pour moi. Installation. Ok. Docker install. Ok, on fait ça. Tac, tac, tac. Très bien. Après avoir fait ça, upgrading, upgrade, backup, restore. Mais les gars, dites-nous comment on installe quand même le premier user. Sinon, c'est pas très drôle. Est-ce que quelque part dans cette documentation, on nous explique comment créer un user? Create user. User and privilege. Mais ça, là, c'est là où j'étais tout à l'heure. Attendez. Guide. Tac, tac, tac. Moi, je veux rien faire de tout ça. Je veux me faire un truc très, très simple. Je veux juste, hop, me créer un utilisateur. C'est incroyable quand même qu'on n'ait pas cette
qu'on n'est pas... Ah oui, voilà, local account, c'est ça, ok. Tac, tac, tac. Ok, la commande, c'est ça, bin manage user. Ok, on va essayer ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans le terminal en question de ce conteneur-là. Logiquement, ici, j'ai ce petit truc-là qui va me permettre hop, de faire un... hop, de rentrer dans le terminal dedans. Est-ce que si je fais bin, ça existe? Bin, oui. Donc, si je fais ça, manage user, ok, ça existe. Donc, si je fais add avec un test test.com, ok, test. Voilà. On a créé un user. Maintenant, on peut venir ici, donc, faire un se connecter. Parfait. test.com et le mot de passe test. Et là, je me log. Et donc, je suis sur ma petite instance de HedgeDoc. Je vais zoomer un petit peu. Et vous allez voir à quel point c'est génial, parce que moi, je m'en sers absolument tout le temps. C'est vraiment quand j'ai quelque chose à noter, j'ouvre. J'ai plusieurs instances de HedgeDoc. D'ailleurs, j'en ai une perso. J'en ai une lorsque je travaille avec mon employeur. On en a une commune avec tout le reste de l'équipe. Et donc ici, je me crée ma doc. Je passe en mode nocturne parce que sinon, c'est pas joli. Et là, vous pouvez directement taper du Markdown et vous pouvez écrire votre texte. Vous pouvez venir prendre vos notes. Vous avez besoin de faire des listes à cocher. Hop, pas de problème. Hop, je vous fais à l'arrache. Vous avez besoin de faire, je sais pas moi, un screenshot par exemple. Regardez, je fais un screenshot de ça. Hop, je veux l'intégrer, j'ai juste à faire un copier-coller et automatiquement, ça me met le screenshot. Et ce qui est très 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 cool, c'est que imaginez, vous avez écrit une petite procédure pour des collègues, vous voulez le partager, alors vous avez plusieurs modes ici, mais là on va mettre le mode publier comme ça vous génère une petite URL que vous pouvez transmettre et ça vous fait une petite page web toute simple comme ça que vous pouvez partager avec les petites procédures. Ça peut être un compte rendu de réunion, ça peut être plein de choses. Et vraiment, c'est méga pratique. Et ce qui est très cool aussi, c'est que si vous transmettez ce lien en édition à vos collègues et qu'il y a les bons niveaux de droit, etc. ici, vous pouvez choisir, eh bien, vous pouvez être à plusieurs en même temps à éditer le document. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Si vous avez, je sais pas, un compte rendu ou des choses comme ça, une réunion, puis vous voulez être à plusieurs mains pour taper les notes, pas de problème, c'est tout à fait possible avec HedgeDoc. Vraiment, c'est un outil, moi je ne peux plus m'en passer. C'est vraiment mon bloc-notes en permanence. J'ai testé tout plein de solutions, Notion, plein d'autres trucs. Et finalement, le plus pratique, je trouve que ça reste HedgeDoc. J'ai pas réussi à trouver plus simple, en fin de compte, que cet outil-là. Et quand vous revenez à l'accueil, là vous retrouvez l'ensemble de vos documents. Alors après... vous pouvez mettre des tags, des choses comme ça, mais très honnêtement, vous voyez que comme ça, si je fais juste, les mots-clés, hop, pardon, ici, attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais en créer un deuxième ici, on va l'appeler blablabla, ok, hop, et si je cherche ici votre, par exemple, vous voyez qu'il me le trie bien et ça marche vraiment très bien, c'est très très simple. Il y a plein de petites options que vous pouvez activer, je vous laisserai voir la documentation pour voir tout ce que vous pouvez faire, mais vraiment un outil génialissime, d'une simplicité exemplaire. Donc ça, c'était le 5e outil. On en est déjà au 5e que je voulais vous présenter, c'est un outil que j'utilise vraiment au quotidien, c'est donc HedgeDoc. Allez, on va le killer ici, hop, pour qu'il s'éteigne. Et enfin, le dernier outil dont je voulais vous parler, c'est un outil génial qui s'appelle Ollama. Ollama, c'est un outil que vous pouvez installer en ligne de commande et qui va vous permettre d'exécuter des modèles de langage directement, localement sur votre machine. Et ça, c'est vraiment incroyable. Donc en fait, si vous faites download ici, ça va vous donner plusieurs méthodes d'installation. Moi personnellement, je suis sur Linux, j'ai simplement fait ça. Il y a aussi une version Docker qui existe. Et après, c'est très simple. Imaginons que vous avez envie de lancer un modèle particulier, par exemple Mistral, eh bien il vous suffit de faire Ollama run Mistral et ça va vous permettre d'exécuter le modèle Mistral. Et c'est tout ce que vous avez à faire. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est d'une simplicité exemplaire. Donc sur mon poste, moi, comme vous le voyez,
j'ai installé Ollama en ligne de commande. J'ai déjà pré-téléchargé le modèle Mistral. Et donc, vous voyez que ici, ben, je peux lui dire présente-moi OpenAI. On va voir s'il connaît son concurrent. Et donc là, eh bien, le modèle va travailler. Alors, ça prend un certain temps, hein, le temps qu'il formule la réponse. Et vous voyez que ça y est, il est en train de me répondre. OpenAI est une entreprise américaine fondée en 2015 par Elon Musk, l'entreprise, etc., etc., etc. Là où c'est vraiment très 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 cool aussi, c'est que Ollama vous expose directement une API qui est tout de suite exploitable. D'ailleurs, dans la documentation de chaque modèle, ici, il vous donne un exemple. Donc ça doit tourner sur le port 11 434 sur mon poste. Donc là, il nous donne une petite requête à faire avec curl. Donc on va essayer de la copier-coller. Donc là, ce qu'on peut lui dire de s'éteindre, voilà. Et donc là, je lui pose la question. Et là, il est en train de me répondre. Vous voyez que, alors il me répond mot par mot, hein, mais en tout cas, il est en train de me faire la réponse. Et ça, je l'ai fait simplement avec un call API. Et là où c'est très très cool, c'est que si on va sur le GitHub de Ollama, il vous propose des utilisations. Hop, si je descends, où est-ce que je vais trouver ça ici? Des clients, ok? Des clients web, ok? Par exemple, on pourrait prendre, bah, on va prendre le premier, par exemple, hein, HTML UI. Pas celui-là, attendez, j'en avais testé un qui était cool, je vais essayer de le retrouver. Je ne sais plus lequel c'était. Chatbot UI, est-ce que c'était Chatbot UI? Ouais, c'était celui-ci, ok? Donc, on va simplement, je crois que de mémoire, il fallait, ouais, on va cloner le projet. Hop, vous allez voir, c'est très simple, hein. Hop, on va cloner le projet ici. Ok. Git clone, hop, du projet. Hop, voilà, pas Git, décidément, hein. Quelle idée de tourner des vidéos le vendredi soir à 22h quand on est fatigué. Allez, on va dans le projet chatbot ici. On va faire un npm install. OK. Qu'est-ce qu'ils nous disent de plus dans la doc? npm install. Même pas, npm ci. Ça ira plus vite. Hop, npm ci. OK. On démarre le serveur Ollama. OK, on va démarrer le serveur Ollama après. Allez. OK. Je pense qu'il est déjà démarré le serveur Ollama en vérité sur mon poste là. Oui, il est déjà lancé. Parfait. Et ensuite, on démarre l'application. Ici, la petite application en mode dev. Et vous allez voir, c'est super cool. J'ai plus qu'à ouvrir ça dans mon navigateur. Il va automatiquement charger sa petite interface, se connecter à mon instance locale de Ollama avec une petite interface qui va bien. Donc, comme moi, j'ai qu'un seul modèle, il me propose un seul modèle. Je peux choisir la température, c'est-à-dire la façon dont je veux que le modèle réponde. Bon, on va le laisser créatif comme ça. Et on va lui dire, présente-moi Symfony, le framework PHP en 5 points. Hop. Et on lui demande, ah non, ça c'est le prompt du système. Hop, on va pas y toucher, on va le mettre ici. Et on va lui demander, hop, vas-y, fais-moi le travail. Et donc là, vous vous retrouvez à une interface qui est assez proche de celle de ChatGPT, sauf que là, vous n'utilisez plus Internet. Donc ça, c'est génial. Là, on est sur le modèle Mistral, qui n'est pas le modèle le plus performant, mais qui est très bien, parce qu'il n'est pas très très lourd. Donc c'est intéressant pour si vous avez des machines pas trop puissantes. Il y a des modèles beaucoup plus gros, hein, genre Llama 2 ou quelque chose comme ça, je ne sais plus quelle version on est de Meta, qui est open source, qui est beaucoup plus gros, mais qui est beaucoup plus lourd à faire tourner. Moi, j'ai une machine qui n'a pas des GPU de malade et donc qui ne permet pas de faire tourner des modèles beaucoup plus complexes, mais pour Mistral, c'est pas mal. Donc après, bon voilà, il nous a donné 5 points pour nous parler de Symfony. Donc,
c'est intéressant parce que ça ouvre des perspectives quand même, la possibilité maintenant de faire tourner des modèles. D'ailleurs, si vous allez, hein, sur la doc de, Mistral de Ollama, pardon, et que vous regardez la liste des modèles, il y en a vraiment beaucoup. Donc, comme vous le voyez, moi j'ai pris Mistral ici, parce qu'en termes comment dire? De ressources matérielles, on est pas mal. Ici, ils vous disent qu'en gros, il vous faut 8 gigas de RAM. Par contre, regardez, si on prend un modèle comme, Llama 2 ici, qui est beaucoup plus gros. Alors en plus, ils ont 3 modèles différents, hein, 7B, 13B, 70B. Pour faire tourner le 70B, il faut, 64 gigas de RAM. Pour le 13B, il faut généralement 16 gigas de RAM. Donc vous voyez qu'on est sur des modèles qui sont, beaucoup plus gros. Honnêtement, j'ai pas testé sur mon poste. Je me suis arrêté à Mistral, parce que pour les cas d'usage que j'ai eu, il suffisait largement. Mais comme vous le voyez, il y a une multitude de modèles qui existent. Il y en a des spécialisés pour le code. Par exemple, il y a celui-ci, là, le code Llama, qui est, plutôt, basé, sur, le code. Donc, peut-être plus intéressant, si vous voulez l'utiliser pour faire du dev. À mon avis, alors je ne l'ai pas testé, mais à mon avis, peut-être un petit peu plus intéressant. Heu, Voir si on peut pas, j'imagine qu'il y a déjà des gens qui ont codé des plugins pour VS Code, hein, pour pouvoir, remplacer, GitHub Copilot par une instance que vous feriez tourner en local. Voilà, on en est arrivé à la fin de ces, outils que je voulais vous présenter. Alors désolé, hein, pour les petits cafouillages, tout à l'heure, mais c'est, vous savez, hein, je tourne quasiment en condition, du direct, donc ça arrive, c'est la vraie vie et finalement, j'aime bien, agir comme ça, sur la chaîne. J'espère que vous aimez bien cette approche-là, qui est, je l'espère, assez, naturelle. En tout cas, j'essaye d'être, sur, les vidéos telles que je suis, dans la vraie vie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Vous savez, c'est le nerf de la guerre et c'est grâce à ça, grâce à vous d'ailleurs, merci beaucoup. On est plus de 16 000 personnes sur la chaîne, c'est juste incroyable. Sachez aussi que depuis une semaine, après l'annonce de Symfony 7, je suis actuellement en train de tourner enfin la formation Symfony que vous attendez toutes et tous depuis très longtemps. Ça y est, j'ai commencé, les tournages, j'ai commencé, les toutes premières vidéos et j'ai, bon espoir de vous livrer la formation dans quelques semaines, j'espère, pour les fêtes de Noël ou sinon en tout début d'année. Ça va dépendre, hein, si j'arrive à tout tourner avant ou pas, mais ça prend, pas mal de temps. En tout cas, je m'applique pour que ça soit, une formation la plus intéressante possible, mais ça, je vous en reparlerai plus tard. Merci, d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, si tout va bien, pour une nouvelle vidéo. Salut!